Le mariage de nos jours est de plus en plus combattu quand on vient à se poser la question sur son utilité dans la société. Et pourtant, il est l'un des sacrements aussi vieux que le monde et sur lequel repose le bien-être familial. Le mariage, le parcours de combattant, c'est tout de suite après le générique. Bonjour et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Ce soir, nous abordons la question du mariage, du bien-être du mariage et de comment réussir cette institution divine. Et pour ce faire, nous avons avec nous un invité de marque, s'il vous plaît. Il s'agit bien évidemment du coach Magloire Agbenido, coach matrimonial et fondateur de 3 écoles sur la formation sur le mariage que nous avons l'insigne honneur de recevoir ce soir sur notre plateau. Bonsoir coach. Bonsoir ma soeur, bonsoir Vidéo. Bonsoir également aux téléspectatrices et téléspectateurs pour ce plaisir que vous me donnez de pouvoir partager ce moment avec vous. En tout cas, c'est un bonheur pour nous de vous recevoir ce soir. Plaisir partagé. Alors, de plus en plus, le mariage, comme je l'ai dit en l'entame de l'émission, est de plus en plus combattu, surtout chez nous les jeunes. Et je pense qu'il est bon de remettre les pendules à l'heure en nous basant sur des personnes aguerries comme vous, qui plus est, avaient une école de formation sur le mariage. Si vous pouvez nous brosser en quelques lignes, en quoi consistent ces écoles de formation sur le mariage? Très bien. Alors, il faut dire que j'ai commencé en 2018 avec ce qu'on appelle l'école des fiançailles. C'est-à-dire que des gens qui sont en relation, en cheminement, exactement, voulaient venir pour être plus informés, se faire former pour mieux réussir le mariage. Donc, on a commencé. Donc, les 2 personnes avec les autres venaient. Mais je me suis rendu compte tout de suite que ça ne marchait pas trop parce que les gens avaient des problèmes personnels avant de se mettre en relation. Donc, ça, c'était la première école, l'école des fiançailles. Et ayant fait cette remarque, nous sommes revenus pour dire on commence ce qu'on appelle l'école des jeunes célibataires équilibrés. D'accord? Donc, c'est une école où toi qui es célibataire, tu viens, te faire former d'abord. Et le principe ou notre devise, c'est il faut être une bonne personne pour trouver une bonne personne. D'accord? Donc, ça te permet de venir, te faire former, d'avoir l'information, avant de dire oui à quelqu'un et se mettre en relation. Donc, ça va les 2 écoles. Dans la 3e école, maintenant, au fil des années, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de parrains de mariage, beaucoup de grands frères, de grandes sœurs, qui veulent parler aux jeunes, mais ne savent pas comment se prendre. Comment s'y prendre. Donc, on a ouvert maintenant une école pour ce genre de personnes qui accompagnent les jeunes, qui veulent parler aux jeunes, qui organisent des jeunes pour qu'ils soient informés du sujet, pour éviter ce qu'on appelle le bavardage sur le mariage. Il y a beaucoup de gens qui font du bavardage sur le mariage. Ça, on va voir les éléments importants pour le faire. D'accord. Voilà. Donc voilà les 3 écoles. D'accord. Pour revenir à notre émission, je m'en vais tout de suite vous poser la première question. Coach Magloire, quels sont les préalables avant de rentrer dans un mariage? D'accord. C'est une très très bonne question. Alors, supposons que Madame Whitney, vous voulez aller au marché pour acheter une chaussure. Je suis sûr, ce que vous allez faire premièrement, c'est d'abord de vous asseoir pour se dire quel genre de chaussures je veux. Pour quoi faire. Ensuite, vous définissez les pointures, la couleur, tout. Donc, avant d'aller choisir une chaussure, vous vous asseyez d'abord pour vous demander à quoi est-ce que ça va servir. Ça va servir sachant qui vous êtes. Donc, le premier élément en termes de préalable, c'est d'abord se connaître. Soi-même. Soi-même. Parce que le mariage, c'est choisir quelque chose qui vous correspond. Pas qui est comme vous, mais qui vous correspond. Donc, il faut d'abord se connaître. Quand il dit se connaître, ce n'est pas je suis un homme, une femme. Non. Ça, on le sait depuis la naissance déjà. Mais c'est quelles sont mes aspirations de la vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Où est-ce que je veux aller? D'accord? C'est le point de départ. Une fois que vous avez ça, deuxième élément que vous devez faire en termes de préalable, c'est de définir quel genre de foyer je veux. Ok? Il y a des gens, par exemple, ils se marient après, ils disent non, je veux que tu sois une femme entrepreneur là, il faut me pousser là. Mais ce n'est pas maintenant qu'il faut dire ça. C'est dès le départ qu'il fallait choisir. Exactement. Donc vous devez savoir quel genre de foyer vous voulez pour pouvoir choisir la personne qui correspond à ça.
Parce que si vous choisissez et après vous demandez, il faut être comme ça, des fois c'est compliqué. Des fois on est frustré parce qu'on s'attend à des choses que la personne n'a pas ou ne développe pas. Donc ça c'est le deuxième élément. Donc vous devez définir le type de foyer que vous voulez. Je ne parle pas encore des critères, mais quel genre. Par exemple, je veux un foyer de politicien, un foyer d'entrepreneur, un foyer où je me sens respecté, un foyer où je veux avoir un papa pour mes enfants. Vous devez pouvoir dire c'est ce que je veux. Troisième élément, une fois que vous avez défini ça, troisième élément, comment je peux reconnaître une personne qui me permet d'avoir ce foyer. D'accord? C'est comme la chaussure. Je veux une chaussure pour aller à un party. Donc, je ne peux pas aller acheter les bottes, parce que les bottes, c'est pour aller au shop. Ne correspondent pas à l'événement. Maintenant, si je dis, je veux une chaussure fermée, par exemple, comment je reconnais chaussure fermée? Une couleur noire, comment je reconnais? Donc, si je mélange les couleurs, on peut tout te vendre. D'accord? Donc, il faut que je sois capable de dire, si je veux un foyer où on me respecte, je dois voir en la personne qu'elle est capable de respecter les autres. Donc, quelqu'un qui ne respecte pas les gens, qui n'a aucune autorité sous laquelle il est soumis, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Donc, je dois pouvoir reconnaître des éléments qui me permettent de dire, j'ai trouvé ce que je veux. Ça, c'est le quatrième élément. Je dois maintenant moi-même savoir qu'est-ce qui me manque dans ce que je demande à l'autre. Parce que si tu ne peux pas reconnaître ce que tu n'as pas. D'accord? Si tu veux quelqu'un qui respecte, il faut que toi-même tu sois en capacité de respecter les autres. D'accord? Donc, faire le check-in dans ma vie moi-même pour dire, ça, je veux ça, mais est-ce que je l'ai? Je veux ça. Sinon, on va te tromper. Il y a des gens qui savent comment tromper les gens. Et le dernier élément maintenant, c'est de dire comment j'acquiers ces compétences qui me manquent. Donc, voilà les 5 éléments importants comme préalable. Il y a d'autres éléments que je vais aborder. Mais déjà, si vous faites ce travail-là, vous avez le préalable qu'il faut pour aller loin. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, coach, c'est comment reconnaître ce qui me manque ou comment reconnaître en cette personne le foyer que je voudrais construire. Mais il faut reconnaître que certaines personnes sont tellement malins qu'ils savent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. D'accord. Et dans ce cas, est-ce qu'il faut travailler aussi à reconnaître ceux qui arrivent à changer de visage c'est très important, le choix de la personne. D'accord. Madame Whitney, tu sais, si aujourd'hui, on présente 2 présentatrices d'émissions, je sais que je suis sûr que tu vas reconnaître celle qui fait mieux que l'autre. Quand même. Ou bien, parce que tu t'es formé, tu le fais, et tu connais les limites, les erreurs qu'il faut éviter. Moi, par contre, bon, quelqu'un qui parle à la télé, pour moi, ça va. Hein. Ah oui, c'est ça, tu vois. C'est ça. D'accord. C'est ça. C'est pour ça que je dis, il faut l'avoir pour pouvoir le reconnaître. Chez l'autre. Ce que nous avons durant le problème, c'est qu'on demande des choses que nous-mêmes, on n'a pas. Je veux un homme qui travaille, mais toi-même, tu es à la maison, tu dors de 6h à 9h. Tu ne travailles pas. Et puis, tu veux un homme qui prend soin de toi. C'est compliqué. Et surtout, est-ce qu'on est capable de pouvoir assumer le revers de la médaille? Parce qu'un homme qui travaille, c'est un homme qui n'est pas là. Est-ce qu'on demande à un homme qui travaille et on se plaint de son absence? Tu vois, donc, pour reconnaître, en réalité, c'est facile si nous-mêmes avons développé ce que nous demandons à l'autre. Voilà. D'accord. On va y revenir. Exactement. Alors, y a-t-il un âge idéal pour se marier? Parce que l'une des phrases qu'on entend le plus souvent maintenant, c'est « vaut mieux se marier tard et avoir un foyer heureux que se marier tôt et tomber dans un piège, dans un enfer ». Alors, avec cette affirmation, est-ce qu'il y a un âge idéal où on doit se marier? Alors, je vais répondre pour que les gens prennent le temps de comprendre ce que je veux dire. Oui, il y a un âge. Au Togo, légalement, si tu n'as pas 18 ans, tu ne peux pas te marier. Mais l'âge ne suffit pas à lui seul pour faire réussir le mariage. C'est là l'erreur que les gens commettent. Ce n'est pas parce que tu t'es marié à 40 ans que tu vas réussir. Non. Ce n'est pas parce que tu t'es marié à 20 ans que tu vas échouer. Non. L'âge, il y a 6 éléments qui permettent à quelqu'un de dire « je suis prêt ». Le premier élément, c'est ce qu'on appelle la maturité physique, c'est l'âge. D'accord. Ok. Le deuxième élément, c'est la maturité juridique. C'est la capacité à aller fonder son propre foyer. Chez nous, en Évon, on dit homme des nations de soi-même. Tu ne peux pas prendre une femme et venir et la mener dans le foyer de ton papa. Non. Il faut aller vous, même si c'est une pièce là, aller rester chez vous. Mais il y a des gens qui n'ont pas la capacité de ça. Ils ne sont pas prêts. Tu peux avoir 40 ans, mais si tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas prêt. Pour te marier. Troisième maturité, c'est la maturité psychologique. La capacité à faire face aux défis de la vie. Il y a des gens,
3 enfants, il a un problème, il appelle maman. Parce que maman a toujours les solutions. C'est parce que ça veut dire que tu n'es pas prêt. D'accord. Ça ne veut pas dire de ne pas appeler. Mais si pour un petit bobo, il faut appeler tout le temps. Il faut toujours avoir recours aux Exactement, parents. c'est que tu n'es pas prêt. Parce qu'aujourd'hui, dans le mariage, il faut le reconnaître. C'est ce que j'ai dit. Il y a tellement de stress, il y a tellement de difficultés. Il faut avoir quand même la capacité de faire face, de gérer. Et de plus en plus de jeunes n'arrivent pas à faire face aux défis de la vie. C'est ça qui fait qu'ils ne tiennent pas dans les foyers. Moi, je vais partir. Je suis fatigué. Mais quand tu demandes qu'est-ce qui s'est passé, il dit non, il est revenu tard, je parle, puis il est énervé. Et puis des gens qui s'énervent pour tout et pour rien. Non, c'est pas possible. Donc, si tu n'as pas cette capacité de faire face, parce qu'il y a des gens, dès qu'ils ont un problème d'argent, ça se voit en même temps. Tout le monde sait qu'il a un problème. Tu n'es pas prêt. Tu peux avoir 40 ans, tu n'es pas prêt. L'autre maturité, c'est la maturité sociale. La capacité à mettre des limites entre vous, votre couple et les autres. Il y a des gens, ils disent c'est ma bestie, c'est ma CP, il ne peut pas faire quelque chose, je ne peux pas aller. Le mari lui dit non, il faut qu'on reste, on parle. Non, 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 c'est ma bestie, je dois aller. Il faut forcément que j'y aille. Comment dire, on devait être pour problème, il nous avec la coupe. Ça veut dire que la personne là n'est pas prête. Tu dois savoir que le foyer, si tu as une priorité ici que là-bas. Et de l'autre côté également, il y a des hommes, c'est sa maman qui est sa priorité. Sa femme est là. Non, c'est pas comme ça. Et on va voir maman ou papa pour prendre leur avis avant même de venir consulter le conjoint ou la conjointe. Non, c'est que tu n'es pas encore prêt. L'autre maturité, c'est la maturité financière. On ne peut pas, très important. On ne peut pas se marier, on peut pas se marier et dépendre financièrement des autres. D'accord. Ok. Même si papa vous offre la maison et tout, il faut montrer que vous avez la capacité de prendre soin de vous. Et ça va pour les deux sexes. Les deux. Et l'autre maturité, c'est la maturité spirituelle. Pour ceux qui sont chrétiens ou non, vous devez avoir un ancrage spirituel. Parce que la vie n'est pas que physique. Il y a des choses qui se passent qui vous dépassent. Ok. Mais généralement, ce que nous faisons, quand on rencontre quelqu'un, on demande tu as quel âge? Tu travailles, non? Va te marier. Donc nous, on prend les 2 sur les 6. C'est pour ça que ça ne marche pas. Voilà. Ok, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais n'ont jamais réussi un foyer. Parce que ce n'est pas que ça. Que l'argent qui réussit. Et ce n'est pas que l'âge. C'est plusieurs, c'est 6 éléments, vous devez les avoir. Réunis, qui réussissent en mariage. Alors, par rapport au côté financier, aujourd'hui, de plus en plus, les femmes participent aux charges de la famille. Et on en vient au fameux 50%. 50-50. C'est-à-dire, le monsieur apporte 50% des besoins de la famille et la femme aussi apporte. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle économique qui permet de réussir le mariage? Parce que, personnellement, hein, si je participe à hauteur de 50% dans un foyer, je suppose que nous sommes deux, dirigeants dans le bateau. Parce que nous participons à la même hauteur. Surtout que certaines charges, encore en Afrique, sont réservées uniquement à la femme. Et que je ne pourrais pas partager avec toi. Donc, si en plus de ça, j'apporte 50% de charges, c'est que monsieur, tu ne prends plus la culotte tout seul. Voilà, quel est votre regard sur cette question? C'est simple, la question est simple. Maintenant, quand tu me demandes de participer à 50%, ça veut dire que je suis à 50% dans la maison, on va faire comment? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Si je dois participer à 50%, ça veut dire que je suis à 50% dans la maison. Ce qui n'a pas de sens. Si je suis là, c'est que je suis là. Je suis là totalement. Ok? En réalité, il y a 3 types de mariage. Il y a un mariage qu'on appelle le mariage selon la tradition. Où c'est les règles ou notre culture qui domine. Par exemple, d'où moi je viens, un homme et sa femme ne mangent pas ensemble. Dans la même assiette? Dans la même assiette. Ok. C'est pas possible. Le monsieur mange seul, la femme mange seule. D'où moi je viens, c'est comme ça. Ok? Maintenant, il y a, ça c'est le mariage selon la tradition. Il y a l'autre mariage qu'on appelle le mariage moderne. C'est ce dont tu parles. Où c'est 50-50, tu donnes, je donne. Ok? Et le quatrième, c'est traduit moderne. Donc on prend un peu de l'autre, on prend un peu d'ici, on mélange. Et on essaie de... Et il y a un mariage qu'on appelle le mariage divin. Ok? Où c'est, comme on le sait, le mariage existe même avant les cultures, avant l'église. Donc le mariage, ce n'est pas une question d'église. C'est une institution divine. Ça dépasse l'église, ça dépasse la culture. Ou, selon Dieu, qu'il a institué, c'est vous devenir seule chair. Ça veut dire que je viens, tu viens, et on forme une entité pour marcher ensemble. Donc, ce n'est pas 50%, c'est tout entier. Je me donne totalement. Totalement. D'accord? L'autre aussi, pareil. Exactement.
Mais je comprends les gens parce qu'on a vécu des choses où la femme a tout donné et a subi d'autres choses. Donc, ce qui fait qu'on fait des réserves. Mais normalement, ça ne doit pas être ainsi. OK? Donc, maintenant, si je donne 50%, comme tu l'as dit, il y a des revers. Et où, des fois, peut-être le monsieur gagne des millions, la femme gagne 50 000. Si moi, je gagne 50 000, je dois déjà donner 25 000. OK? Dans les charges. Et que toi, tu gagnes des millions, tu donnes 100 000. Tu vois, ça me fait déjà mal. Ce n'est pas exactement, c'est pas juste. C'est pas équitable. Ça fait mal. Ça fait déjà mal. Donc, je suis dans un couple, je me sens déjà épuisé. Et on sait que la femme, quand la femme est épuisée mentalement, même sexuellement, elle ne répond pas. Tu vois, donc, il y a tellement de choses. Vaut mieux que les gens comprennent et qu'on puisse réfléchir autrement. Voilà. Alors, nous avons dit tout de suite quelque chose de très important. Le mariage est divin. Ouais. Est-ce que chaque personne a reçu la grâce du mariage? Ok. Voilà. Ça, c'est une très bonne question. Alors, le mariage divin, mais tout le monde n'est pas obligé de se marier. Mais chacun a reçu la grâce. La grâce. Tu peux te marier comme tu peux ne pas décider. Tu peux décider de ne pas te marier. D'accord? C'est comme ça. Avant de se marier, il faut sentir le besoin d'être avec quelqu'un. Il y a des gens qui ne sentent pas le besoin d'être avec quelqu'un. Ils se suffisent à eux seuls. Exactement. Donc, c'est comme parce que le mariage, il faut que je trouve ma place dans ta vie. Il ne faut pas que je devienne un surplus. Non. Quand je suis là, c'est que j'ai ma place dans ta vie, dans ce que je fais, et vice-versa. Mais quand je viens et que je deviens comme une charge, je deviens comme un fardeau, où tu ne sais pas là où me déposer, tu vois, ce n'est plus un mariage. Voilà. Donc, quand tu ne sens pas ce besoin de rendre compte à quelqu'un, d'être avec quelqu'un, de partager avec quelqu'un, c'est qu'il faut attendre. Il faut attendre. Et au cas où vraiment tu ne le sens pas, il ne faut pas te forcer. Oui, il y a certaines personnes qui malheureusement se marient rien que pour avoir une progéniture. Ok. Voilà, ce n'est pas un mariage d'amour, mais on décèle en l'autre peut-être un bon papa pour les enfants ou une bonne maman qui, voilà. Ça peut ne pas être notre idéal masculin ou notre idéal féminin, mais on se met avec cette personne parce qu'on dit au moins du côté de la parentalité, cette personne gère. Est-ce qu'on doit se mettre dans ce genre de relation, ne serait-ce que pour s'assurer une descendance? Non, c'est pas bon. Le mariage, parce que les enfants vont partir. D'accord. Qu'est-ce qui reste après? Donc, il ne reste rien. Et donc, ce que tu craignais va te rattraper. D'accord. Parce qu'une femme à 60 ans, ce n'est pas évident qu'elle fasse encore des enfants. Or, 60 ans ne veut pas dire que tu vas mourir du jour au lendemain. Non. Tu peux encore faire 40 ans. Donc, passer 40 ans sur la terre, souffrir de ce que tu craignais, ça ne vaut pas la peine. OK? Donc, s'il y a des choses comme ça, peut-être que ces gens de personnes ont des problèmes, ce que nous appelons des blessures émotionnelles, on peut les accompagner pour mieux comprendre. On n'a pas besoin de faire souffrir les enfants. Et tu vois, quand c'est comme ça, tu sens que les enfants ne voient pas en vous un modèle à copier. Parce qu'un enfant qui naît dans une famille doit, en fait, je le dis autrement, quand on est censé peut-être avoir une autre famille. Mais la première famille modèle, c'est la famille de papa et maman. Et maman, oui. Donc, quand je sens que maman n'est pas intéressée à papa, où il n'y a pas cet intéressement-là, je ne comprends pas pourquoi me mettre avec quelqu'un. Et tout de suite, tu vois, on commence par développer autre chose. Donc, toi, tes erreurs deviennent des charges que les enfants vont porter demain. Donc, il ne faut pas rentrer dans ça. Il faut éviter. Oui, il faut éviter. D'accord. Quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer un jeune couple qui aspire au mariage? Qui sont déjà dedans ou... Enfin, qui sont dedans. On va aller pour ceux qui sont dedans. D'accord. Parce que de ce que la Bible ou même le Coran nous recommande, c'est de ne pas se connaître jusqu'à un certain point avant de se marier. Et donc, la majorité des jeunes couples qui ont respecté cette règle-là se découvrent en habitant sous le même toit et déjà dans le mariage. Donc, ce jeune couple, si on prend l'exemple d'un, quelles sont les difficultés auxquelles il peut faire face dans le mariage? Ok, je comprends maintenant. Alors, je vais peut-être aller dans un sens et puis on va aller dans l'autre sens. D'accord. Quand vous vous mariez, il y a 5 choses qui sont des difficultés que vous pouvez avoir. 5 difficultés. Qui sont des difficultés qui sont les causes des autres difficultés qu'on voit. Parce que la difficulté dont vous voulez parler, je comprends, problème de sexualité par exemple. Oui, de communication, de comportement. Mais ces difficultés-là ont une généralité dont je vais parler. D'accord.
Le premier problème ou la première difficulté que les gens rencontrent, c'est ce qu'on appelle la difficulté d'ajustement. D'accord. Ok? Tu as reçu une éducation, j'ai reçu une autre éducation. Tu vois? Donc quand on vient et que tu veux qu'on fasse comme tu veux, ça va poser problème. Moi, par exemple, je dis souvent aux gens, moi j'ai grandi jusqu'à l'université, je dormais par terre parce que chez nous, on était tellement pauvres qu'on n'a pas de lit. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire faire le lit. Moi, je ne connais pas. Genre se réveiller le matin, dresser le lit, moi, je tout ça. je ne connais pas. Donc nous, tu mets un pagne par terre et puis tu te couches. Tu vois? Donc, or, ma femme, elle a grandi dans un foyer où il faut faire le lit. Tu vois? Donc, si on ne fait pas le lit, elle n'arrive pas à dormir. Et moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Ce n'est pas un problème. Tant qu'il y a le matelas, couchons-nous. Moi, je peux même dormir sur un matelas sans couvert. Sans drap. Moi, là, je dors sur ça. Il n'y a pas de problème. Mais elle ne peut pas dormir. On doit mettre un premier, un deuxième, un troisième. Je dis, mais... Et la couverture, les pieds d'oreiller. Tu vois? Donc, si moi, je viens et je ne peux pas comprendre que l'autre a grandi dans un autre environnement que moi et faire des ajustements, ça devient compliqué. Et généralement, c'est le problème que les jeunes, pas seulement les jeunes, les couples rencontrent. Des fois, le monsieur veut imposer sa façon de voir les choses. Parce que, étant le chef de famille. Or, le chef, ce n'est pas ça. Or, il ne comprend pas que l'autre aussi a sa façon de voir les choses. Donc, si on ne peut pas s'entendre, ça va avoir des problèmes. D'accord? Ça, c'est la première menace ou la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est la difficulté du lâcher prise. C'est-à-dire quoi? Tu me fais quelque chose, je te rends la monnaie de ta pièce. Kiff, kiff. Yeah. Pour que tu saches ce qu'on ressent. Tu as trouvé le mot. Tu vois, moi je ne suis pas insensé. Hein. Et ça devient un ring. Ça devient un ring. Parce que ce qui se passe dans ce contexte-là, on essaie de garder les défauts de l'autre ou les problèmes de l'autre pour pouvoir mieux le combattre. Exactement. Or, le mariage, ce n'est pas ça. Et ça devient très difficile à vivre. Parce que des fois, l'autre ne le fait pas dans le sens de t'embêter. C'est pas l'inadvertance. Exactement. C'est pas une inadvertance qu'il a fait. Or, toi, tu l'as pris de l'autre côté. Des fois, on ne parle pas. Hein. On garde. On attend. Le moment propice. Pour vous frapper. Et puis, mais pourquoi tu m'as dit, il y a Kobonam, tu vois, et puis la personne est surprise. Tu vois, et ça devient très compliqué. Donc ça, c'est la deuxième menace. La troisième, c'est l'égoïsme. Où on veut que ce soit son idée, sa façon de voir qui passe. Quand je dis et qu'on n'est pas d'accord, je me rébelle, je suis frustrée. Je me sens frustré et puis voilà. Or, il faut comprendre, dans le mariage, on va te refuser des choses. Hein. Toujours. On sent que tu as raison, mais comme c'est l'homme, il dit non, non, non. Ou bien des fois, tu dis une chose, il sait que c'est vrai, mais il ne fait pas. Surtout du côté des hommes. Souvent, il pose un acte et quand tu le dis, c'est sciemment qu'il a tort. Ouais. Mais à cause de l'égoïsme, il n'arrive pas à reconnaître et dire oui, ma femme, tu as raison sur ce côté. Non, on essaie de mettre ça sur le chef de famille, alors que le chef de famille a aussi tort des fois. Tu vois, et ça, il faut qu'on soit préparé pour pouvoir dire, comprendre, sinon ça devient un problème. L'autre, c'est les difficultés à gérer même les problèmes. Parce qu'il y a des gens, ils ont grandi dans un environnement qui ne les ont pas préparés à faire face aux défis de la vie. On se dit, on va se marier, à 2 ans, on va faire un premier enfant, 3 ans, on va après. Maintenant, vous êtes marié, ça fait 10 ans, vous n'avez même pas d'enfant. Et ça devient compliqué. Ou on ne s'attendait pas, le monsieur, vous vous mariez, 2 mois après, le monsieur perd son boulot. Et c'est la fille qui doit mener à travailler pour nourrir la famille. Et ça devient très, très compliqué. Donc, si on ne sait pas gérer, ça crée énormément de difficultés. Et la dernière difficulté, c'est les occupations extra-conjugales. Le monsieur, c'est le boulot, 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 boulot. Il oublie même qu'il a femme à la maison. Ou bien la dame veut réussir. C'est Dubaï, c'est Chine, c'est ici. Elle est contente au bureau jusqu'à pas d'heure. Exactement. Ou bien, le monsieur a d'autres bureaux, d'autres filles dehors et tout ça, qui posent problème à la maison. Pour ceux qui sont chrétiens, ils sont tout le temps à l'église. Tu vois, donc... Je lisais un post, pour ne pas vous couper, je lisais un post la dernière fois où le monsieur dit « Dimanche est mon seul jour de repos. Comment ma femme peut aller à l'église de 8h à 17h ?» Tu vois ça? Et ça fait mal. Ça fait mal. Donc, voilà un peu les 5 menaces qui
détruisent ou auxquels les couples font face. Maintenant, en dehors de ça, tout ce que nous voyons n'est que le problème, par exemple, le problème d'argent, n'est que l'émanation des menaces d'ajustement. Quand, par exemple, moi, dans certaines familles, 1000 francs, c'est pour une semaine. Mais dans certaines familles-là, 1000 francs, c'est pour acheter le pain du matin. Exactement. Tu vois? Donc, quand deux personnes comme ça se marient et ils ne comprennent pas qu'on doit s'ajuster, ça crée un problème d'argent. Donc, l'argent n'est pas le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous ajuster. Celui qui achète pain avec 1000 francs doit comprendre que dans d'autres familles, là, 1000 francs, c'est pour la semaine. C'est pour la semaine. Et je pense que cette discussion doit avoir lieu avant même de rentrer dans le mariage. Normalement. Pour éviter certaines frustrations. Voilà. Et c'est ce que nous faisons à l'école. Quand vous venez chez nous, c'est tout ça qu'on fait. On vous amène à discuter de tout ça, vous préparer, attirer votre attention sur ces choses-là. Pour que vous compreniez que ce que vous avez chez vous, comme on le dit quelque part, vérité dans les Pyrénées, horreur de là. Voilà. Alors, vous avez abordé les questions, les difficultés, mais j'aimerais qu'on mette la lumière sur les difficultés sexuelles que peuvent rencontrer, pas que les jeunes, mais les couples qui viennent de se marier et qui se rencontrent. L'Église ou nos croyances nous préconisent de rester chaste jusqu'au mariage. Seulement qu'une fois dans le mariage, on ne sait pas comment s'y prendre. Ou il y a certaines personnes qui savent qu'ils ont des problèmes sexuels, qui peuvent être des problèmes érectiles, autres, mais qui se cachent sous cette recommandation de la foi. Et une fois dans le mariage, bon, on découvre les choses. Voilà, c'est un pousser démarrer, ou carrément tu peux pousser, mais ça ne démarre jamais. Ou le monsieur ne connaît pas c'est quoi on appelle les préliminaires pour lui. On se couche, je monte sur toi, kiff, c'est bon. Voilà. Et quelle est la place de la sexualité dans le mariage? Laissons tout ce qui est religion. Et parlons mari-femme. Quelle est la place de la sexualité dans le mariage? La sexualité, c'est la première place. Hein. Carrément. Carrément. D'accord. Si c'est la nourriture, chacun mangeait chez lui avant de venir. Il faut que les gens comprennent. La sexualité fait partie. C'est s'il y a un top one, c'est le top one. C'est le top one. Dans le couple. Moi, quand vous venez pour la formation, avant de commencer, vous devez aller faire ce qu'on appelle vous remplissez une fiche, ce qu'on appelle les fiches prénuptiales, où vous devez nous dire les analyses, y compris l'analyse de tout ce qui concerne la sexualité. Donc, tu dois aller faire une analyse pour savoir si tu es bien, la femme aussi. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas de trou, il faut savoir aussi. Ou qui sont excisées, mais qui l'ignorent. Exactement. Vous devez faire toute cette analyse-là, pour qu'on sache est-ce que vous avez des érections normales ou pas. Même sur la fiche, on demande si vous avez connu, vous avez fait les rapports sexuels avant. Avant de rencontrer la conjointe. Exactement. Donc, on fait tout ça. Ça, c'est un. Maintenant, deuxième, on fait maintenant des cours sur le rapport sexuel. Comment on fait ça? L'intimité sexuelle, on en parle dans nos cours. C'est seulement la pratique qu'on ne fait pas. Donc, si tu fais des analyses et tu viens, on va discuter avec ta conjointe ou avec la fille pour s'assurer que la fille a des informations sur toi et tu as des informations sur elle. Chez nous, il n'y a pas de tabou, on parle de tout ça, on discute. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se cacher. Maintenant, ce que nous on dit, si vraiment tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Si tu ne peux pas lui dire la vérité, c'est que tu es méchant et tu es mauvais. Dans le jour où la personne découvre que vraiment tu l'as caché des choses sur ta sexualité, il peut demander le divorce. Moi, je le dis. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Bon, allez prier pour tout ça, ça fait votre problème. Moi, je ne suis pas dans ça. Si tu il y a certaines frustrations que la prière ne résout pas. Non, si tu ne peux pas me dire la vérité, moi, je ne suis pas prêt à aller prier pour ça. Il faut me dire la vérité. Je sais que tu n'es pas normal et je décide de venir. Là, on peut prier ensemble. Mais me cacher et puis après me dire de prier, je ne suis pas dans ça. D'accord? Voilà. Donc, voilà les premiers éléments. Maintenant, les autres éléments, c'est pour dire que la sexualité fait partie des éléments importants dans le mariage. Voilà. Et je pense que ça mérite aussi de dire les choses cartes sur table avant de rentrer dans le mariage. Parce que un des conjoints peut avoir un appétit sexuel tellement élevé que l'autre n'arrive pas à supporter. Ou la dernière fois, je discutais avec une dame qui m'a dit que pendant longtemps, elle n'arrivait pas à faire la différence entre l'orifice urinaire et l'entrée du vagin. Alors, si la dame elle-même n'arrive pas à faire cette distinction, comment est-ce qu'elle arrive à connaître son corps et pouvoir guider, par exemple, son conjoint pour l'épanouissement sexuel dans le couple? Donc, par exemple, ça,
J'ai fait un séminaire, je te disais à la table, j'ai fait un séminaire la dernière fois, de 19 jusqu'à 23 heures, on a parlé de sexualité. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Même des couples qui ont des enfants, qui sont déjà adolescents, mais... Et c'est l'erreur qu'on commet. On pense que c'est parce que les gens font le sexe qu'ils connaissent le sexe. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Le sexe, c'est un art. C'est une science. Il faut connaître. Moi, je le dis, hein, moi, je me suis marié, ça fait 15 ans dans le mariage, mais 4 ans, j'ai toujours raté. En fait, on n'était pas épanoui sexuellement. 4 ans. Et c'est après qu'on a commencé à prendre des cours, on a commencé à faire des choses, on a commencé à découvrir. Et aujourd'hui, on est épanoui. Voilà. Et là, il faut avoir l'honnêteté de s'asseoir et de dire, ah non, ça ne marche ça ne va pas. Et nous, c'était... Parce que moi, par exemple, ce que je fais aux jeunes, où je les enseigne, nous, on ne nous a pas enseigné. Mais ce qui nous a aidé, c'est que nous, on parlait librement de sexe. Par exemple, il y a des jours où vous faites le sexe, ma femme me dit, non, aujourd'hui, tu as tapé poteau, hein. Aujourd'hui, c'est 0 même. On riait, et dit, bon, demain, je vais te montrer. Donc, on faisait comme ça. D'accord, c'est ça qui nous a aidés. Voilà. Donc, il faut en faire un sujet tabou. Exactement. Mais dans certains couples, les gens, ils font ça, mais ils n'en parlent pas. Non, il y a certains hommes, tu lui dis aujourd'hui, tu n'as pas assuré, c'est la 3e guerre mondiale qui vient de déclencher comme ça. Tu as remis en cause sa virilité. Exactement. Exactement. Donc, c'est tout ça qui rentre dans l'éducation sexuelle normalement. D'accord. L'éducation sexuelle. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on arrive à en parler aux hommes et aux femmes et que les gens comprennent que en parler, il n'est pas mauvais. Ouais, et que c'est normal. Il faut qu'on te dise si tu n'as pas bien fait. Voilà. Ce n'est pas parce que vous êtes actif sexuellement pendant 15 ans que vous maîtrisez le sexe. Non. Sur ce, nous allons à la pause publicitaire, puis nous revenons tout de suite. Le 38e numéro de Dagan Magazine est une édition spéciale 30e anniversaire Miss Togo. Dagan Magazine met à l'honneur ces 30 jeunes dames qui ont porté la couronne de la plus belle fille du Togo depuis 1995 en 2 éditions. La rubrique santé de ce nouveau numéro nous dit tout sur la thyroïde, une petite glande en forme de papillon dont le rôle vital est souvent méconnu mais dont les dérèglements peuvent fortement affecter l'équilibre du corps. La rubrique bien-être de son côté nous montre comment profiter pleinement de sa retraite. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Ma gloire, l'une des difficultés que rencontrent les couples également, c'est l'infidélité. Dès qu'il y a un souci avec ça, avec madame à la maison, c'est surtout les hommes. C'est souvent les hommes. C'est vous. Ça a toujours été vous. Ils préfèrent aller se réfugier chez une autre dehors. Et comme vous l'avez dit, c'est menaçant pour le couple. Parce que monsieur peut te dire, tu m'as fait ça. Et pour te punir, par exemple, voilà, j'ai décidé d'aller voir ailleurs. Ou certains, bon, ils n'ont jamais arrêté, ils ont toujours été infidèles. Peut-être que c'est la dame qui ne le sait pas. Mais alors, j'aimerais que vous me parliez de comment l'infidélité peut fragiliser le mariage et même en venir à bout. Waouh, ça c'est un grand sujet, ça. Non, il faut dire, hein, moi j'ai déjà, dans mon propre foyer, ceux que j'ai accompagnés, je peux vous dire, aucune femme n'aimerait partager son nom. Les gens qui disent la polygamie là, il faut encore demander aux mamans qui ont vécu dans des foyers polygames si vraiment elles ont accepté au fond de leur cœur. Certains oui, mais la plupart n'ont jamais voulu partager leur nom. Peut-être c'est les contraintes de la vie qui les ont... Même si elles sont restées, des fois c'est à cause de leur famille d'origine. Ils disent je ne vais pas partir pour ou bien à cause des enfants. À cause du manque de moyens financiers pour se prendre en charge. Exactement. Aussi, voilà. Donc, c'est pour dire que même si tu amènes la femme à la maison pour dire je ne vais pas faire dehors, sache que ça fait déjà très très mal. Maintenant, faire dehors là, c'est encore grave. Côté que ce soit, même si tu dis que c'est les hommes, c'est les deux côtés. La majorité, hein, la majorité c'est vous.
Donc, c'est pour dire que l'infidélité, véritablement, détruit le couple. Détruit le couple. Psychologiquement, physiquement, spirituellement. Quand une femme sait que son homme est infidèle déjà, elle se dit, donc ce qu'on fait là, tu fais la même chose. Donc même coucher avec toi devient compliqué. Devient compliqué. Or, je l'ai dit la dernière fois, le sexe de la femme se trouve dans son cœur. Quand tu sais toucher le cœur de la femme, tu touches à son sexe. Donc quand émotionnellement la femme n'est pas là, vous couchez, mais elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans. Ok? Donc quand ça touche à l'émotion de la femme n'arrive pas à séparer ce que vous faites de ses émotions. Ce sont les mêmes prouesses que le monsieur reproduit dehors, mais voire même plus. Mais je pense que ce qui fait mal aussi, c'est de se dire que cette personne commet ce acte dehors et le soir revient à la maison comme si de rien n'était. Et voilà, genre la personne te fait du mal, mais c'est comme si la personne te mordait, mais soufflait dessus encore pour calmer. Exactement. Donc il faut dire que ça détruit. Même si vous faites semblant que vous allez bien, arrêtez, vous savez que ça détruit énormément. Donc la monnaie d'échange dans un couple, c'est la confiance. La monnaie d'échange. C'est que le jour où tu ne peux plus faire confiance, c'est que votre couple est mort. Est mort. Quel que soit l'artifice que vous allez trouver, c'est mort. Donc, je nous prie de ne pas aller jusque-là. S'il y a un problème, et peut-être je vais en parler après, des fois les gens, soit ils ont copié ça, comme j'ai dit, de la famille d'origine. On a toujours vu papa, petite chose, ils sont. On a copié. Ou bien, on n'a pas su garder le cap à un moment donné et on est rentré dans cette légèreté où on trouvait des facilités de coucher avec d'autres filles dès qu'on a un problème avec la titulaire. Et donc, on a gardé ça, pensant que c'est une façon de régler les problèmes. Voilà, donc alors que je pense qu'on se fait du mal à soi-même avant même d'atteindre l'autre. Exactement. Et parce que si la personne avec qui tu couches sait que tu es marié, mais accepte que tu viens coucher, c'est qu'elle couche aussi avec d'autres personnes. C'est ce que les gens oublient. Et parce que cette personne n'a pas juré fidélité envers non, même pas. Oui, ok. Elle ne te doit rien, voilà. Exactement. Donc, si elle sait que tu es marié, tu viens coucher avec elle, c'est qu'elle couche aussi avec d'autres personnes. Donc, c'est comme tu couches aussi avec d'autres personnes. Voilà. Donc, tu ramasses des maladies, des choses comme ça. Les énergies. Exactement. Donc véritablement, la solution à un problème de couple n'est pas l'infidélité. Non. Non. Souvent, dans ces cas, les hommes, de fois, disent, il faut prier pour ton mari, il faut intercéder pour lui, c'est le diable. Et je tombais sur la vidéo d'une dame dernièrement qui disait que si son mari se faisait basser, comme on a l'habitude de le dire, elle ne prierait pas pour lui. Parce que pour qu'il soit bassé, il a quelque part ouvert la porte, permis cette proximité pour que cette femme ait accès à lui et à son couple. Et donc, je pense que les hommes, enfin, les personnes qui font le choix de se marier devraient prendre connaissance du mal que l'infidélité leur cause à eux-mêmes et à elles-mêmes plutôt et à leurs conjointes. Exactement. Maintenant, on peut le dire, hein, il y a des moments où c'est des moments de faiblesse, tout le monde en a. Oui. Où tu te rends compte que tu es juste tombé dans ça. Maintenant, il faut se repentir. Il faut se relever. Il faut se relever. Ne pas se complaire dedans et en faire une habitude de vie. Exactement. Maintenant, le problème, c'est ça. Les gens, ils sont conscients et ils continuent et ils justifient ça. Comme dirait quelqu'un, la bière qu'on n'a pas achetée est toujours plus douce. Elle est toujours plus douce que celle qu'on a achetée. Parce que la femme de dehors ou le monsieur de dehors n'a aucune contrainte de couple envers toi. C'est-à-dire que c'est juste des moments d'intimité que vous partagez. Et après, chacun retourne à sa vie. Alors que madame à la maison, elle a le souci de la famille, papa à la maison, il n'a pas encore payé les écolages, le loyer. Et donc, il y a beaucoup de charges mentales qui s'ajoutent, qui fait qu'on trouve que l'autre à la maison est problématique. Non, mais je pense que si on analyse bien, si tu arrives à assumer ça, c'est que tu es un vrai homme. Je ne sais pas si tu vois ce que je dis. C'est-à-dire que si je dis, ok, ma femme à la maison, bon, je dois lui payer, je pagne, elle doit se nourrir, les enfants sont là, c'est beaucoup de charges, et puis je vais aller me satisfaire dehors. Faire ça, c'est que je suis un homme trop faible qui n'a pas compris le sens de la vie. D'accord? Le sens de la vie, c'est de pouvoir faire face aux défis et les relever. Et ça, je suis un vrai homme.
Mais si je trouve des facilités pour aller coucher ailleurs, juste parce Pour que justifier. non, c'est que non. Si Dieu faisait ça, on n'allait pas ici. Quand Dieu a créé le monde, la Bible, les Saintes Écritures nous a dit qu'il y avait tellement de problèmes, les ténèbres et tout ça, mais Dieu a réglé. Donc tu es venu pour régler les problèmes. Vraiment, pas pour les fuir. Exactement, faisons face aux problèmes. Alors, cache ma gloire. Ouais. Le mariage est-il un long fleuve tranquille? Ou pour reformuler, est-il possible de vivre un mariage heureux? Ok. Alors, oui, c'est possible. Et moi, je le crois. Et moi, je le vis. D'accord. D'accord. D'abord, il faut comprendre que le mariage, c'est deux personnes. C'est toi et moi, par exemple. C'est nous deux qui formons un couple. Donc, c'est ton bonheur et mon bonheur qui feront un couple heureux. Donc, si nous voulons un mariage heureux, il faut d'abord que moi, je sois heureux et que toi aussi, tu l'es. D'accord. Donc, le bonheur du mariage ne se trouve pas quelque part. C'est ce que je suis qui s'amplifie. Donc, tant que tu n'es pas heureux en tant que célibataire et que moi aussi je ne suis pas heureux en tant que célibataire, on n'aura jamais un mariage heureux. D'accord. Donc, le point de départ, c'est de dire, est-ce que moi-même je suis heureux? Est-ce que je m'accepte tel que je suis? Il y a des gens qui n'arrivent pas à accepter leur taille, par exemple. Par exemple, des gens qui s'énervent tout le temps. Petite chose s'énerve. Il n'est pas heureux. Cette personne n'est pas heureuse. Il ne peut pas pardonner. Il est là. Rancunier. Tu vois, ça là, tu ne peux pas. Donc, le bonheur du mariage ne se trouve pas ailleurs. Tant que... C'est intrinsèque. Exactement. Tant que tu n'es pas heureux en tant que célibataire, tu ne seras jamais heureux en tant que mari. Ce n'est pas le mariage qui apporte le bonheur. C'est ce que vous apportez qui s'amplifie dans le mariage. Maintenant, il arrive, moi je suis heureux, je tombe sur toi. Donc, je suis heureux, toi tu n'es pas heureux, mais on se marie quand même. À première vue, on ne peut pas avoir un mariage heureux parce qu'il y a un déséquilibre. Mais si tu acceptes maintenant, travailler sur toi, on peut l'avoir. Ok? Voilà. Maintenant, si tu refuses, ça veut dire que ce serait compliqué. Maintenant, deux personnes malheureuses peuvent se marier. Mais à un moment donné, se rend compte que non, on peut faire autrement. Et en ce moment, les deux travaillent maintenant pour avoir un mariage heureux. Donc, le mariage heureux existe. Tout dépend du travail que chacun accepte de faire sur lui-même. Sur sa propre personne. Exactement, pour apporter ce bonheur à l'autre. Voilà un peu comment ça se passe. D'accord. Mais est-ce que parce qu'on a un mariage heureux, ça veut dire que ce sera un long fleuve tranquille? Exactement. C'est la deuxième partie de la question maintenant. Voilà. Non. Non. Parce que deux personnes qui ont reçu des éducations différentes, deux personnes qui ont des attentes divergentes, qui ont même des motivations différentes pour se marier, voilà, tu vas voir qu'il y a des chocs. Moi qui suis ici, ça fait 15 ans, je ne peux pas vous dire que je n'ai pas de problème dans mon couple. Non, ça n'existe pas. Mais c'est que on arrive à... Parce qu'on a compris qu'il faut travailler, ok, pour le bonheur auquel on a tous aspiré. On fait les pas. Donc, quand il y a un problème, on s'assoit en règle et on discute de comment on fait pour avancer ensemble. Mais ce n'est pas un fleuve tranquille. Ça n'existe pas. Comme on dit souvent en EV, et tram et vénocidia. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire que deux personnes, même des jumeaux, voilà, qui ont tout partagé depuis le ventre, il leur arrive des moments de conflit. D'accord. Alors, quel doit être le niveau d'implication des parents dans le mariage de leurs enfants? Il y a 4 niveaux. D'accord. Le premier niveau, parce que, en fait, je vais remonter un peu plus loin. Le premier niveau, les parents doivent être devant. En ce moment, les enfants, je parle des enfants. Les enfants sont des enfants. C'est-à-dire que quand un enfant naît, il doit pouvoir voir ses parents comme les premiers modèles. Donc, les parents, n'oubliez pas, quand un enfant naît, vous êtes le premier modèle de famille que l'enfant veut avoir. Donc, si vous voulez avoir le mariage de vos enfants réussi, vous avez donc l'obligation de leur montrer un mot. Exactement. Et c'est là où, généralement, les parents ratent. Tu vois, tu insultes ton mari, tu insultes devant les enfants, tu insultes ta femme, et puis tu t'étonnes que lui, il se marie et puis il ne réussit pas. Parce que le premier modèle qu'il a vu, c'est ce que tu as fait. Il reproduit. Exactement. Donc, n'oubliez pas, la première implication indirecte qu'on ne voit pas, c'est à la naissance, pendant que ce monsieur est enfant. Nous devons être devant pour lui montrer le modèle. Maintenant, à l'âge adolescent ou bien à l'âge adulte, nous restons maintenant à côté.
ok, pour l'éduquer à faire face aux défis de la vie. Parce qu'il faut montrer aux enfants ou les aider à avoir la capacité de prendre des décisions sur la base objective. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés par pitié. Parce que l'enfant n'a pas appris à faire face aux défis en telle enseigne que quand il y a un problème, il veut trouver quelqu'un qui va l'aider à régler ça. Lui-même ne peut pas faire face au problème. Donc, il trouve un monsieur, parce que le monsieur l'aide à régler les problèmes, il va se marier. Pas parce que, objectivement, c'est ce qu'il veut. Donc, on doit être à côté maintenant. Non, on était devant, maintenant on vient à côté. Ensuite, troisième cas, il faut maintenant être derrière. Quand la personne veut choisir, on ne lui impose pas un choix. Mais on l'accompagne, on lui donne des conseils. Et lui, mais c'est quand le premier est bien fait, le deuxième cas est bien fait, que ce troisième réussit. Maintenant, comme généralement on ne fait pas les deux là, on veut maintenant lui imposer. Non, nous sommes matin de nous sommes mounions. Mais la personne est devenue grande. Il dit non, papa, c'est lui. C'est parce qu'on est déjà raté. Donc, normalement, on doit être derrière et lui prodiguer des conseils. Maintenant, quand il se marie, il faut qu'on disparaisse complètement. Laissez vos enfants vivre leur couple. Mais ça ne veut pas dire que vous n'existez pas. Ils peuvent venir quand ils veulent. Mais vous ne devez pas être présent 24, comme on le dit, H24. Dicter les lois dans leur couple. Non. Donc voilà les 4 positions qu'on doit prendre dans la vie ou dans le mariage de nos enfants. Mais généralement, nous, on voit que lorsque la personne veut faire le choix ou se marier, on voit les 2 derniers. Mais vous êtes déjà en retard. Alors, cette émission a été riche d'échanges et de conseils venant de votre part. Et pour clore, en tant que coach matrimonial et du haut de vos 15 années de mariage, quels conseils prodiguerez-vous aux jeunes qui nous suivent, qui aspirent au mariage ou qui sont déjà dedans et qui rencontreraient des difficultés à pouvoir aboutir à un mariage heureux? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Le temps est vite passé. Oui. Alors, premier conseil, je vais dire aux jeunes que si vous voulez réussir votre mariage, vous devez comprendre qu'il y a une différence entre amour et sentiment. D'accord. Ça, c'est important. Les sentiments, on peut avoir les sentiments pour tout le monde. Mais l'amour, ça demande du temps et être patient vis-à-vis de l'autre. Et l'amour, c'est un engagement. C'est-à-dire que c'est pas que la personne, elle est parfaite, mais je décide de l'aimer et de l'aider à s'améliorer. Un deuxième élément important, vous devez comprendre que le mariage demande beaucoup de travail sur soi. On ne réussit pas parce que l'autre est bon. On réussit le mariage parce que moi-même là, je décide d'être bon. Une décision personnelle. Exactement. Et c'est là où beaucoup de gens n'arrivent pas. On demande beaucoup. Au-delà, tu dois faire ça. Mais nous-mêmes là, on ne veut pas faire. Ok. Et le dernier élément, savoir que le mariage, il n'y a rien de plus merveilleux que le mariage. Quelque chose que les gens vont dire. Ok. Mais ça marche quand on décide de le voir marcher. Où on se dit, je suis venu pour que tu réussisses. Quand c'est comme ça, ça marche toujours. Donc, dire aux jeunes qui nous suivent, il faut vous marier. Maintenant, il faut avoir l'information, la formation qu'il faut. Et nous, on accompagne dans ça. Je viens de sortir un livre également, Les questions des jeunes sur le mariage. C'est le titre du livre. Et donc, on peut vous accompagner et vous aider à réussir votre mariage. Je le fais, ça fait déjà plusieurs années et je crois à ça. Merci beaucoup, Merci, coach. madame. Merci d'être venu. Merci de votre passage et de vos sages conseils. C'est un plaisir. Alors, chers téléspectateurs, vous aurez compris, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez pris plaisir à nous regarder parce que ça a été un plaisir pour nous de partager ces informations avec vous. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.